On en Cette parle, ça m'intéresse conférence va beaucoup. maintenant être enregistrée. La théorie de métaphore, pardon, D'accord. Ah oui. on pourrait beaucoup plus. D'accord, il faudra qu'on en parle. Alors, ça m'intéresse beaucoup parce que j'avais été à Séoul, dans plusieurs universités. Oui, oui. Il y avait plusieurs groupes qui utilisaient Ricoeur de manière très différente. Il y avait des choses très différentes, Oui. c'était intéressant. Selon l'université et la théologie, il y a beaucoup de facultés. Selon l'université, il séparait Ouais. entre l'université théologie Théologie, et philosophie. protestant Voilà, théologie. voilà, c'est ça. Oui. Moi, j'avais été accueilli dans une grande faculté, une grande université presbytérienne. Ah oui. Et juste pour vous montrer la puissance de cette université, le jour de mon arrivée, on vient me chercher avec un grand taxi à l'aéroport, etc. Ils avaient une grande banderole en tissu, bienvenue Olivier Abel, dans trois langues, en français, en anglais, en coréen. Si on faisait ça pour chaque personne qui arrive à la faculté, vous imaginez, c'est incroyable. Ouais. Bien. Non, mais vous avez raison. On pourrait passer vraiment la séance à parler de ça. Ah, non, mais je veux pas, mais moi j'aimerais bien. Moi, Je me sens mal. Moi, je vous dis tout de suite comment j'ai un peu réagi, comment je suis intervenu dans ce débat. C'est-à-dire qu'en même temps, là, je viens de faire un débat avec Rachid Benzine qui a été mis en ligne. Rachid Benzine est un de mes amis, je dirais un de mes anciens élèves, d'une certaine manière. Enfin, il a voulu 3 fois faire un doctorat avec moi, puis bon, finalement, il l'a pas fait. Et vous voyez qui c'est, Rachid Benzine, c'est un intellectuel musulman qui, on a encore entendu il y a 3 jours sur France Inter, etc. Bon. C'est un des musulmans, c'est un vrai musulman qui a un rapport critique au Coran et historico-critique même, on pourrait dire. Voilà, bon. Donc c'est très rare et donc c'est pour ça qu'il est tout le temps en vue. Je pense que celui à qui j'ai demandé de faire le cours, monsieur l'imam Krapch, qui vient là au semestre prochain faire le cours d'islam ici, est plus représentatif de l'islam réel. C'est pour ça que j'ai préféré, parce que voilà, la première chose que j'ai envie de dire, c'est la laïcité n'est pas quelque chose, comme le dit Darmanin, qu'on impose de l'extérieur aux religions. Ça part aussi de l'intérieur des religions. Ça, on dit, il faut que ce soit dans l'espace privé. Bon, déjà, c'est ce que Louis XIV voulait des protestants pendant la révocation des Dits de Nantes. C'est absolument scandaleux de dire ça. La religion, forcément, il y a une dimension d'expression, d'expressivité. C'est quoi une liberté de penser qui ne serait pas une liberté de communiquer sa pensée, comme dit Kant. Bon. Mais c'est vrai que le protestantisme, notamment en France, est une religion qui, à cause de l'histoire, c'est une religion qui a cultivé le fort intérieur, qui a cultivé la foi intérieure, la foi intériorisée, la foi intime, au détriment de la visibilité. Elle est devenue justement une religion de l'hyper-discrétion. Mais ça, c'était un choix aussi, c'est devenu aussi un choix théologique. On en a fait quelque chose de ça. Mais dire que toute religion doit prendre ce chemin-là, je trouve ça tout à fait monstrueux. Et il y a des limites, quoi. Ça devient et de l'extérieur, quoi. C'est comme imposer aux religions une théologie. C'est pas l'affaire de l'État d'imposer aux religions une théologie. Bon. Ça, ce serait une première chose. Deuxième chose que je dirais, bon, bien sûr, alors, ce qui s'est passé est abominable, et je pense que ça montre il y a deux choses. Il y a je pense que les musulmans, nous ne réalisons pas, j'ai fait un cours l'an dernier sur ce thème, à quel point l'humiliation c'est quelque chose de grave, qui est une atteinte au sujet qui essaye d'exprimer, de s'exprimer. Donc c'est dire qu'il n'y a que des violences physiques et que le reste, ça n'existe pas, il n'y a aucun tort, il n'y a aucun préjudice, c'est une énorme erreur. Nous ne prenons pas au sérieux l'humiliation, je veux dire, et donc il faut absolument qu'on travaille ce thème collectivement et qu'on y fasse attention. Maintenant, il y a une instrumentalisation de l'humiliation, une manipulation de l'humiliation par les islamistes qui est absolument terrifiante. Il y a une sorte de politique du ressentiment, une politique de l'humiliation recuite et rebouillie jusqu'à devenir complètement tout de suite mortifère, etc. Au lieu de la travailler, au lieu d'en faire une force. L'humiliation peut devenir une force, mais on ne peut pas l'imposer, bien sûr. Mais ça pourrait devenir une force. D'abord, il faut arrêter d'humilier, il faut moins humilier, il ne faut pas humilier exprès. Parce que vraiment, on en remet, on va vous en remettre une tartine le plus possible d'humiliation. Bon. Mais donc, cette manipulation, elle est terrifiante et c'est ça qu'il faut absolument attaquer. C'est ça, à mon avis, qu'il faut attaquer. Mais en face,
la réaction, la déferlante, je dirais, qui tire sur tout ce qui bouge, en termes associatifs, etc., et l'attaque qu'il y a eu contre l'Observatoire de la laïcité, contre Nicolas Cadenne, que nous avions invité l'an dernier dans ce cycle. C'était remarquable. C'est quelqu'un d'absolument remarquable. Et donc, Marlène Schiappa, c'est ça le nom de la ministre, etc., et des autres. Etc. Alors, heureusement, Nicolas m'a dit qu'il a reçu un message du papa de Marlène Schiappa, qui a dit « Je vous soutiens ». Ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai trouvé ça vraiment super. Bon. Et pour tout vous dire, moi-même, j'ai mis un petit message à Macron. Moi, j'étais horrifié et il m'a répondu. Voilà, ça fait longtemps que mes... Oui, sérieusement. Il m'a répondu. Il m'a dit oui, compte sur moi, j'y veille, etc. Et donc, en effet, il a été sur le point d'être débarqué. Il a été maintenu jusqu'à la fin de son mandat. Ouais. Voilà. Mais c'est compliqué. Hein, c'est super. C'est extrêmement compliqué. Bien sûr. Bien sûr, mais si... Je crois que le problème, c'est que les gens, ils savent plus ce que c'est la laïcité. Ah, mais... qu'il y a des bien sûr. gens, ils pensent que c'est une opinion, alors que c'est pas une opinion. Oui, ils pensent que c'est un cadre qui va permettre de s'exprimer, d'exprimer. Ouais. Ils pensent que c'est une religion. Ils pensent que c'est la tradition française, la religion française. C'est incroyable. Ah ben bien sûr. Oui, mais en même temps, tu ne peux pas laisser les violences se multiplier. Ah non, c'est pas possible, moi. Oui, mais c'est là, c'est vraiment il y a un discours laïciste qui veut la bagarre, qui ne cesse de vouloir la bagarre. On fait tout pour humilier, pour déconstruire toutes les médiations qui sont forcément des médiations imparfaites. Mais de cette manière, voilà, on veut la bagarre. Et j'ai un sentiment qu'il y a eu, de la part de Manuel Valls, par exemple, hein, il y en a plusieurs à gauche et à l'extrême droite, et on dirait que ça finit par se ressembler, qui ont un discours, pour moi, j'ai mis à Macron, c'est de la trumpisation. On est en train même, je dirais, d'erdoganiser, une sorte de nationalisme français anti-étranger, en gros, très en bloc, qui veut la guerre. Et ça fait des fractures, ça engrange dans les banlieues des fractures qui risquent d'être très, très graves dans le futur. C'est super dangereux. Donc, le discours de Macron hier, heureusement, était super. Oui, magnifique. Oui. Magnifique. Il a relevé le débat, le niveau et la question, quoi. Il a placé dans, je trouve vraiment, il a shooté dans la lucarne. Là, vraiment, c'est parfait ce qu'il a fait. Mais moi, je suis très inquiet. Je pense qu'il faudrait être aussi sévère avec les groupes de droite qui veulent la guerre, qui créent de droite ou de cette gauche hyper républicaine, en fait. En gros, les groupes hyper nationalistes qui, en fait, ne font ils veulent la guerre. Ils font tout pour ça. Ils ont confisqué le concept de laïcité. Ils en font leur religion, si je peux dire. Et stop, quoi. Il faut arrêter ça. Je trouve ça très dangereux. Donc, parce que là, eux aussi, ils manipulent, ils instrumentalisent la peur, ils instrumentalisent l'émotion. Et ça, je trouve ça... Là, ils ont profité de cette situation pour tout de suite avancer, faire bouger les lignes sur plein de choses qui étaient... où heureusement, ils étaient cantonnés par quand même l'état de droit, si je peux dire. Et là, compliqué, hein, c'est super compliqué. Et je suis absolument d'accord avec vous. Et comme l'a dit Macron dans son discours antérieur, il y a un séparatisme. Mais ce séparatisme, il est profond. Il y a un séparatisme délibéré, voulu, je dirais, sécessionniste, on va dire, et qui veut faire le chaos pour ça. Mais il y a aussi, je dirais, un séparatisme de fait des communautés qui sont des ghettos. Je connais bien la communauté turque. C'est un ghetto. Ils sont entre eux. Ils ne cherchent absolument pas à devenir français. Ils ont emmené leur Turquie imaginaire ici. Ils continuent, c'est pareil. Donc, quelque part, même, je dirais, même innocemment, même si ce n'est pas politisé, ils sont séparatistes. Et donc, c'est là qu'il y a un énorme travail à faire. Mais la France qui ne veut pas avoir de communauté, qui ne veut voir que des individus libres et émancipés, elle est très mal équipée intellectuellement pour faire avec les communautés réelles qui sont là et qui existent et qui sont, en fait, on ne veut pas les voir, mais elles existent presque plus encore qu'en Angleterre, en fait, ou qu'aux États-Unis. C'est tout à fait incroyable. De déni de la réalité. Il y a un écart entre la représentation de soi de la France et je dirais, la réalité de la société française. La France s'imagine toujours un État-nation homogène, alors que c'est depuis toujours, une société d'immigration, une société, il y a eu toutes sortes d'apports de toutes sortes,
Et elle ne veut pas se voir comme ça. Et ça pose des gros problèmes. Enfin voilà, rapidement, quelques éléments de mes réflexions. Donc, Cette conférence va maintenant être enregistrée. ça c'est con. Ah, le pire, c'est que j'y ai pensé à un moment. Ouais. Ça, c'est Je me suis con. dit, oh, tiens, c'est plus Parce qu'au début- Il va que falloir prendre d'habitude. des bonnes notes alors. Ça c'est con. Parce que Ça c'est. fait rien. Oh, Ça enregistre à partir de maintenant. Ouais, non, mais c'est trop con. C'est quand même trop con. Ah, vraiment, je suis désolé. J'avais arrêté parce que je me suis dit, on fait cette. On parle de la truc politique, donc j'arrête un peu. Ah, ça m'attriste beaucoup pour votre exposé qui était extraordinaire. Je vais pas en faire pareil. Ah, je suis désolé, vraiment, c'est trop bête. Je suis embêté pour Muriel qui ne peut pas. Elle m'a envoyé un message ce matin. De toute façon, après, on donnera nos notes. Donc, du coup, ça fera déjà un contenu, je pense, si on donne un peu nos notes. Ah, mais c'est bête. J'essaie d'en prendre pas mal. Ah ouais, mais c'est bien. En fait, ça nous rappelle que voilà, ça touche notre sujet en fait. Que là, les paroles, on est non seulement une conception positiviste du langage, mais une conception comme si, en quelque sorte, les paroles, mais je vais y venir, comme si les paroles. Je vais faire la distinction entre faire et agir. Faire, c'est pour ça que le titre français il est 2 fois mauvais, comme vous l'avez dit. Ouais. Il est mauvais parce que ce qu'il faudrait dire, c'est plutôt qu'en dire, c'est agir. Et l'action, c'est fragile, c'est éphémère. C'est pas faire, il y a une dimension fabriquée. Oui. Avec quelque chose qui reste. Dans la culture anglo-saxonne, c'est vraiment le speak act. C'est vraiment act, enfin, c'est vraiment l'action, c'est ça. Et l'action, c'est éphémère, c'est fragile, ça dépend de la manière dont c'est reçu. Bien sûr, ça se mêle tout de suite dans le cours du monde, mais ça peut devenir autre chose que ce que l'on voulait faire. Justement, alors justement, le faire, c'est voilà, ça c'est une idée de Hannah. Bon, du coup, je vais peut-être tout perdre dans ce que j'étais en train de dire. On parlait, on faisait un excursus sur Wittgenstein avec le petit Hitler. Oui, voilà. Hitler. Je reviens sur la question de l'humiliation. Je veux dire, voilà, Hitler, visiblement, c'est quelqu'un qui a été très humilié dans sa vie. Et il est représentatif à la fois à l'intérieur de l'Allemagne, de la partie populaire humiliée, et du peuple allemand qui prend en pleine poire l'humiliation des traités de Versailles. Donc, vous voyez, ça a à voir avec toute cette histoire. Wittgenstein, visiblement. Alors, mais ce que je suis en train de dire, c'est que il y a tout un groupe d'intellectuels positivistes logiques qui sont positivistes logiques dans toutes sortes de sens. Hein, bon. Viennois, qui étaient comme quelqu'un qui s'appelle Schlick, par exemple, et d'autres, qui ont été chassés par le nazisme et qui sont partis aux États-Unis. Donc, la philosophie analytique, la philosophie anglo-saxonne, en fait, elle a été au bénéfice aussi de tous ces réfugiés du monde, de l'univers allemand, mais qui n'étaient pas, je dirais, ceux qui de l'univers allemand étaient le plus traditionnellement de la tradition continentale, si je peux dire, comme Heidegger, sont restés en Allemagne. Mais justement, l'opposition, elle était plutôt d'esprit plus libéral, plus anglo-saxonne, on dirait en guillemets plus de gauche, si vous voulez, et elles, ils sont partis. C'est le cas de Wittgenstein. Voilà, ça c'est un peu la page d'histoire de la philosophie pour dire que la distinction que tu nous as fait, Raphaël, entre les énoncés constatifs et les énoncés performatifs s'inscrit dans un contexte, dans un débat avec Bertrand Russell et rouvre justement un certain rapport à Kant qui a été souvent observé dans les rapports entre Wittgenstein et Kant. Un deuxième point que je voulais relever à partir de ton exposé, c'est la question de la crédibilité. Toute la question que tu as soulevée, la sincérité, etc., porte sur qu'est-ce qui fait qu'une parole est crédible. Et donc, je pense que tous ces éléments-là qu'on vient de parcourir sont très importants pour l'Évangile, mais aussi
justement pour le métier de pasteur. Un pasteur, c'est un interprète crédible. La question, c'est pas qu'il soit croyant ou pas. Bien sûr, pour être crédible, il faut être croyant, si je peux dire. Mais justement, l'important, c'est la crédibilité. On met l'accent sur être le plus croyant possible. Et alors que je pense que l'important, c'est d'être crédible. Je veux dire, il ne faut pas séparer la foi de la question de la crédibilité. La crédibilité, parce que la crédibilité, elle a à voir avec ces conditions, justement, elle n'est pas magique. Nous risquons de tomber dans une conception, comme on l'a dit pour le pardon tout à l'heure, dans une conception magique de la croyance. La croyance, c'est un truc magique qui m'enveloppe d'une sorte de magie, etc. Non, justement, il faut descendre de cette conception magique de la croyance pour entrer dans cette condition, je dirais, du rapport entre le locuteur et l'illocuteur, les interlocuteurs, on va y venir tout de suite, qui est la question de la crédibilité. Qu'est-ce qui fait que ma parole est crédible? Et ça dépend aussi de l'autre. Lorsque on dit la question qu'on pose à Paul, je sais pas quel épître, on lui dit oui, mais qu'est-ce qu'il nous dit que, etc. Quelles sont tes lettres de garantie, en quelque sorte? J'ai oublié comment c'est formulé. Et Paul qui répond, mais mes lettres de garantie, mais c'est vous. C'est une phrase extraordinaire. Je retrouve le passage où il dit ça. Il dit, mais moi, je n'ai pas de garantie. Je peux rien vous donner. Je veux dire, si vous ne me faites pas confiance, je ne peux pas forcer votre confiance. Vous voyez, donc, ça, c'est extraordinaire. Parce que là, on est vraiment dans ce que j'appelais tout à l'heure le perlocutoire. Je vais y revenir tout à l'heure parce que c'est très, très important. Et ça, à mon avis, c'est un élément de la crédibilité. Vous voyez, c'est pas, il ne surenchérit pas en disant, mais c'est ma parole qui domine, je vais vous imposer, je suis plus fort, je suis plus croyant que vous. Non, il dit, mais non, mais ça, moi, j'ai rien, j'ai aucune assurance. Mon assurance, c'est vous qui l'avez. Sur l'exemple, ce que tu disais, les règles de dire que ce sont bien les bonnes personnes et les bonnes circonstances qui conviennent. Il y a cet exemple extraordinaire quand il dit, par exemple, j'arrive, je vois un bateau qui est sur le point d'être inauguré. Ah oui. J'arrive, je coupe la corde et je dis, je te baptise le Joseph Staline. Il faut imaginer qu'en 1953 ou 1952, et que je te baptise le Joseph Staline, et puis pour être sûr de mon coup, donc je fais d'un coup de pied, je fais sauter les cales. Eh bien, ça ne marche pas. Parce que je trouve que je ne suis pas la bonne personne. C'est l'ironie en pleine guerre froide de parler comme ça. C'est très ironique, oui. J'ai donné une petite note. Oui. Dans le livre, c'est marqué. Donc, le titre original, qui signifie littéralement comment faire des choses avec des mots, n'est pas dépourvu d'humour. Il se réfère ironiquement à la tradition anglo-américaine des livres de conseils pratiques du genre How to make friends. J'ai trouvé ça génial, quoi. C'est vraiment, ça m'a illuminé dans ma lecture. C'est très, oui, il y a beaucoup d'humour, quoi. J'ai aussi voilà. Et tu peux redire le titre en anglais? How to do things with words. C'est vrai. Les choses avec des mots. C'est ça. Alors maintenant, ce que tu disais de la distinction entre locutoire, illocutoire et perlocutoire. Bon, ça c'est très important. C'est très important. Moi, c'est vrai que je suis un tout petit peu déformé par un grand philosophe américain, après Wittgenstein, d'une manière, qui a beaucoup insisté, encore plus insisté sur le perlocutoire. Et le perlocutoire chez Austin, il est là partout, mais en fait, il ne le développe pas vraiment. Et donc, ce sont d'autres auteurs qui ont développé cette dimension-là, en mettant vraiment l'accent sur ce que les énoncés provoquent, mais qui dépendent du récepteur, ce qui dépend du destinataire maintenant, ou ce qui fait place au destinataire. Pas seulement pour le forcer, pas forcément de manière magique. Hein, je rappelle ce que je disais de Prospero, le
renoncer à la magie. Hein, bon. Mais justement, au contraire, en renonçant à la magie. Donc, je pense que, d'une certaine manière, ce sur quoi Austin, ce à quoi Austin apporte le plus d'attention, c'est à l'illocutoire. Montrer qu'il n'y a pas que la dimension du sens et de la référence, hein, la dimension sémantique, qu'est-ce que ça dit concrètement, par exemple, le ciel est gris, bon, mais nous passons notre temps à nous demander, face à un énoncé qui a un sens locutoire, hein, il fait gris, à nous demander qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est de l'information ou est-ce que c'est un commandement? Tout à l'heure, hein, quand je disais il fait bien gris, c'est un commandement, ce n'est pas juste une information, c'était autre chose. Il y avait en tout cas une suggestion forte ou un avertissement. Ça veut dire, oh là là, il va falloir qu'on prenne nos parapluies avant de sortir tout à l'heure. Ou dire peut-être qu'on ne pourra pas sortir de la faculté tellement il va pleuvoir. Mais bon, donc le même énoncé peut relever de jeux, ce que Wittgenstein appellera des jeux de langage différents. D'accord? Et c'est là-dessus que Austin insiste, c'est sur cette illocutoire. Le perlocutoire a été développé par ce philosophe américain qui s'appelle Stanley Cavell. C-A-V-E-2-L, Stanley Cavell, dont je parle par ailleurs dans le cours sur le couple, à qui nous avions donné un doctorat honoris causa à l'Institut Protestant à Paris, et qui est un des plus grands philosophes américains, avec qui est mort d'ailleurs, qui a fait énormément de philosophie du cinéma, justement. Au sens où, justement, pareil, il est allé chercher la philosophie dans le monde ordinaire. Et donc, notamment, le cinéma est tellement important dans le monde américain, dans les dernières décennies, qu'il a fait du cinéma l'élément de la pensée philosophique. Il en a fait beaucoup. Et puis, peut-être dernier point, non, il y a encore 2 points. Dans l'évocation que tu as fait de Luc 18, j'ai pensé que ce serait intéressant de faire une biblique de la pragmatique. C'est-à-dire, par exemple, pour le pardon, Jean 8, c'est un adultère, alors là, c'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment, si on fait une lecture uniquement locutoire de ce texte, pour essayer de comprendre, on ne comprend pas bien, si vous voulez. Pour le comprendre, il faut comprendre la dimension, l'ambiguïté de l'illocutoire et l'effet perlocutoire des propos de Jésus, mais aussi de son attitude. Vous voyez, ce que disait Austin, c'est aussi comment est-ce qu'il le fait. Il est assis à terre, il dessine par terre. Mais bon. Donc, déjà, il ne se met pas dans un niveau d'interaction face à face. Et pour peut-être d'ailleurs humiliant. Il se met au niveau des pieds. C'est extraordinaire déjà. Il est là au niveau des pieds. Et c'est comme si, allez-y, faites ce que vous voulez, quoi. Il se remet complètement à ce qu'ils vont faire. Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Allez-y. Et ce qui est extraordinaire, c'est le monde qui se retire à commencer par les plus vieux. C'est la phrase extraordinaire. Je trouve que la pragmatique du pardon dans le domaine biblique, elle est quand même très axée sur la relation. Enfin, oui. Et c'est pour ça que j'ai insisté sur le relationnel dans mon exposé. Ouais. Ça me fait penser au fils prodigue, par exemple. Quand il rentre chez lui, il a préparé son petit discours, son petit speech pour dire pardon et tout à son père, mais clairement, son père, il s'en fout de son discours, lui, parce que pour le père, la relation, elle n'a jamais été rompue. Et tout ce qu'il veut faire, c'est faire une fête. Et pour moi, ça en dit long sur le pardon et la parole. Le relationnel qu'il faut mettre dans la pragmatique du pardon. Et je pense que la Bible est plus axée sur ce relationnel, sur la restauration d'une relation, plus que peut-être d'autres conceptions du pardon, quoi. Il peut y avoir plein de conceptions du pardon, ça c'est évident. Et justement, donc, du coup, c'est pas magique.
Voilà, oui. Le pardon n'est pas une parole rituelle, magique, qui va avoir des effets Ni automatique. automatiques. Ça dépend de qu'est-ce que c'est relationnel. C'est ça. Ça dépend de l'autre. Mais ça, Avec- pour ces cas-là, parce que parfois, il y a des pardons qui ne sont pas du tout relationnels pour moi, où on coche les cases, justement. Est-ce que Bien sûr. tous les énoncés sont bien respectés et tout, et là, on n'est plus dans le relationnel. À ce moment-là, quelle est la différence entre le pardon et la réconciliation? Oh. Euh, Le pardon est un mot plus. Il va dans toutes sortes d'usages, à mon avis, beaucoup plus divers, avec des contextes différents, des niveaux très divers. Réconciliation, c'est quand même, moi je pense, un mot qui a une dimension politique, au sens, même la réconciliation entre Jacob et Ésaü, je dirais, elle est elle-même politique. On refait, c'est des frères ennemis qui se retrouvent, mais ça veut dire aussi tout leur clan, tout leur, etc. Réconciliation, moi j'en fais. Oh, ça existe, on peut se réconcilier avec soi-même, c'est possible aussi. bah déjà, dans réconciliation, il y a la conciliation. Et moi, ça me fait penser à un truc juridique. Enfin, toutes les. Et, En fait, Mais pourquoi oui, parce que on peut pardonner quelqu'un sans être forcément avec lui. Par contre, lorsqu'on parle de réconciliation, ça fait beaucoup plus appel à ce rapprochement entre individus. à la relation, tu veux dire, c'est Voilà plus pourquoi relationnel je pour pose toi. la question. Parce que si nous affirmons que le pardon biblique est relationnel, ça veut dire que le pardon, en ce moment-là, risque d'être synonyme de la réconciliation. Alors que la réconciliation, c'est l'aboutissement du processus du pardon. Donc voilà. Ah oui, moi je suis tout à fait. C'est pourquoi je pose la question de savoir si le pardon peut aboutir à la réconciliation. Il y a le pardon, on peut pardonner quelqu'un qui n'est pas proche, qui est à distance. Par contre, la réconciliation, c'est quelque chose qui nous rapproche beaucoup plus. Et en ce moment-là, ce ne sera qu'une répétition, mais peut-être une reprise. On reprend la vie autrement, on peut écheminer ensemble. Voilà pourquoi même sur le terrain politique, on utilise la réconciliation. Les chefs d'État dans le sens de l'amnistie, etc. Donc voilà ce qui m'a poussé à poser On peut peut-être distinguer pour la réconciliation aussi deux niveaux. Un niveau, que j'appelle politique, qui peut être aussi au sens ecclésial, mais je veux dire communautaire, dans lequel on est réconcilié, on se remet ensemble, et qui peut passer par des compromis, pas forcément par une table rase du passé. Il y a le mot conciliation dedans. On concilie, on peut passer par une sorte d'arrangement, la réconciliation. Justice et réconciliation en Afrique du Sud, c'est quelque chose comme ça. La réconciliation, c'est juste rétablir la paix civile. Rétablir une paix. Ça ne veut pas dire que tout le monde a pardonné tout. Hein. C'est plutôt juste même rétablir les conditions d'un vivre ensemble, d'une cohabitation pacifique. Et puis, il peut y avoir une deuxième dimension beaucoup plus exigeante de la réconciliation, et qui est, je dirais, presque eschatologique. C'est l'idée de réconciliation dans un sens d'horizon ultime de réduction de toutes les fractures, de toutes les séparations, de toutes les haines, de toutes les divisions, etc. Et là, on a cette dimension de réconciliation, elle n'a pas une promesse, la promesse d'une terre promise, mais une terre promise, je dirais, qui se fait à la fin de l'histoire. On en a parlé avec Ripper la dernière fois, il y a une dimension d'horizon. Il y a un horizon de réconciliation, mais il faut faire attention parce que c'est souvent. Il y a un très beau film qui s'appelle Padrone, je ne sais pas si vous vous rappelez ce film. Et il y a une sorte de vendetta entre des familles en Sicile, je crois, ou en Italie du Sud. Et il y a un clan qui a été victime d'un dernier truc de la vendetta et qui dit bon, écoutez, on arrête, on pardonne, on va faire la fête pour réconcilier. Et au moment de faire la fête pour réconcilier, donc pour sceller la réconciliation, on va tuer un mouton pour faire un repas du clan. Et donc tout le monde vient pour se réconcilier, pour être ensemble.
Et les moments où on bat pour tuer le mouton, en fait, c'est le type du clan adverse qui venait pour se réconcilier, qui avait reçu un coup de bâton, paf, qui est tué. C'est d'une dureté incroyable, et qui dit, voilà, au nom du pardon, ou plutôt là, au nom de la réconciliation, on peut justement c'est le moment le plus dangereux. C'est le moment le plus dangereux parce qu'il faut être sincère, il faut y croire, il ne faut pas qu'il y ait cet abus dans lequel la parole est purement instrumentalisée pour aider à d'autres. C'est vrai, c'est peut-être plus facile d'abuser du pardon que d'une situation de réconciliation, peut-être. Il n'y a pas de réconciiliation s'il n'y a pas eu sincérité. Oui, c'est ça. Ouais, oui, mais là, il y a une prétention à la réconciliation, il y a un discours de la réconciliation qui est en fait purement instrumentalisé. Et c'est un abus aussi. Ah ouais, d'accord. Enfin bon, c'est une parenthèse pour dire que moi, je suis en général toujours inquiet des grands moments de réconciliation. Parce que souvent, les moments de réconciliation vont créer des frustrations. On va passer par-dessus les divisions, les séparations, etc., qu'on va pouvoir abolir. Et j'ai envie de dire, la vraie réconciliation, elle est eschatologique. Il faut doucement vers la réconciliation. Il faut accepter la conflictualité, il faut plutôt, je dirais, apprivoiser la conflictualité. Mais, en tout cas, c'est un thème très important. Peut-être qu'on en viendra dans la quatrième partie de ce parcours. Donc, alors cette biblique de la pragmatique, si je peux dire, ou cette lecture pragmatique des textes bibliques, il y a un grand auteur qui n'a fait que ça, de A jusqu'à Z de son œuvre, c'est Calvin. Calvin, qui était un grand humaniste, lettré, etc., passe son temps à élargir. Les exégètes de l'époque sont entièrement dans le message, dans le locutoire, et même éventuellement dans l'allégorie. C'est quoi le rapport entre le signifiant et le signifié, etc. Et lui, il élargit tout le temps la dimension par locutoire. Qu'est-ce que ça fait faire? Qu'est-ce que ça fait? Là, par exemple, Marthe et Marie, grandes allégories. Marie, elle symbolise, je ne sais pas pourquoi, Marthe symbolise, etc. Non, il y en a une qui change de comportement lorsque Jésus arrive, l'autre qui change pas de comportement. Et ça, c'est typique de la pragmatique de Calvin. Et, pour le dire d'une autre manière, peut-être Jésus, là encore, on peut faire un truc presque magique. Jésus arrive et magiquement, tout s'arrête. Non, c'est pas ça. Il y a ceux qui, sur le trottoir, changent un tout petit peu leur comportement lorsqu'ils croisent quelqu'un. Il y a ceux qui ne changent absolument pas leur comportement quand ils croisent quelqu'un. Voilà. Je vous fais une lecture vraiment pragmatique, vraiment ras de terre. Vous voyez qu'on peut aussi le prendre comme ça, c'est extrêmement simpliste. C'est pour ça que Calvin a une lecture toujours très simple des textes. Il ne cherche jamais. Et la réforme, d'ailleurs, en général, démolit complètement les lectures allégoriques. Les lectures allégoriques qui, tout le temps, refont la séparation entre la lettre et l'esprit. Il y a la lecture littérale, et puis l'esprit, la vraie lecture spirituelle. Mais bon, avec une dimension, le dualisme. Non, Calvin, c'est au contraire, tout le temps, il n'y a pas cette séparation. Le texte, il est simple. Le Cantique des Cantiques, c'est un chant d'amour. Il est dans le canon, c'est un chant d'amour. On n'en fait pas une lecture allégorique, on en fait une lecture poétique. C'est un genre poétique. Donc, du coup, on est obligé, comme le Calvin ne cesse de le faire, de chercher à quel registre, justement, de langage, à quel registre énonciatif on a affaire. Par exemple, les 6 jours de la création, Calvin, qu'est-ce qu'il dit que c'est? C'est un poème à la gloire de Dieu. Ce n'est pas une théorie scientifique. Mais ne nous trompons pas dans le registre de discours. Ce qui fait que Calvin est un auteur tellement moderne. Il a ouvert la voie à plein de choses qu'on a compris, si je peux dire, beaucoup plus tard. La pragmatique est quelque chose de très récent. Et c'est parce que la pragmatique s'est découverte que les auteurs comme Gilbert Vincent, mon collègue maintenant à la retraite de l'Université de Strasbourg, a pu montrer que l'interprétation, l'herméneutique de Calvin était une herméneutique pragmatique. Peut-être encore un dernier point. Il y a dans les textes d'Austin, il faut qu'on fasse une pause, hein, donc. Oh là là,
Après, moi, ça me dérange pas s'il n'y a pas de pause après, s'il y en a qui Non, veulent mais aller je aux toilettes. parce que d'une part, on n'enregistre pas, et après, ensuite, on fait pas de pause. Enfin, Ça fait que 2 heures, ça va, c'est pas. alors, page 44 de cette édition, je ne sais pas si c'est la même. La page 10 de l'édition, on est dans la première conférence. Voilà, c'est vraiment écrit trop petit. Après mes lunettes, pourquoi est-ce que c'est écrit? C'est la page 10, page 44. Alors, moi, j'ai. T'as pas les paginations originales dans en marge, dans la marge de la page 44 à gauche? J'ai des crochets. Oui. Ah, c'est ça. 10. Ah, ok, oui, oui. Crochet, J'ai 10 en crochet, oui. 10 en crochet, c'est la pagination originale. Ouf, j'ai tout de suite la dans mes lunettes. Ma langue prêta serment, mais non pas mon cœur. C'est une phrase d'Hippolyte. C'est de qui Hippolyte? C'est de Sophocle, de Lipide. Alors là, Joker. Il ne dit pas, c'est vrai, je vais chercher avant. Vous voyez, donc là, on revient à ce que disait Raphaël, c'est-à-dire en fait la question de la sincérité. Ma langue prête à serment, mais pas mon cœur. Promesse ne consiste pas simplement à prononcer des mots, c'est un acte intérieur et spirituel, sera sans doute considéré comme un moraliste dont le sérieux contraste avec l'esprit superficiel d'une génération de théoriciens. Nous le voyons ainsi comme il se voit lui-même, mesurant les profondeurs invisibles de l'espace éthique, avec toute la distinction d'un spécialiste du sui generis. Autant il fournit à Hippolyte un échappatoire et au Biberne une excuse pour son oui, je prends cette femme, et au Bourg-Méclamaron une défense pour son je parie. Excusez-moi, c'est un peu incompréhensible ce que je suis en train de vous dire. Non. En fait, ce qu'il veut récuser, c'est l'idée que l'énonciation est la description vraie ou fausse d'un événement intérieur. Et en fait, si je dis ma langue prête à serment, non pas mon cœur, je promets, quand je promets, je décris un état intérieur. Et cette description peut être vraie ou fausse. Vous voyez, ça fait la lecture positiviste logique de la promesse. D'accord? Et il dit, il y a donc là la possibilité de promettre, de dire je promets, et en fait c'est faux. Vous voyez, donc, et il dit non, à la fin de la page, il dit non, la précision et la moralité sont toutes deux du côté de celui qui dit tout simplement notre parole, c'est notre engagement. Notre parole, je crois qu'en anglais, c'est notre parole, c'est notre lien. Our words are our bonds. Nos liens, nos paroles sont nos liens. Et les liens, ça veut dire un engagement. Un lien, ce que tu disais, du relationnel. Le lien, c'est l'engagement. On s'engage. Oui, complètement. Oui. D'où ma petite référence à Agamben là, sur le serment et tout. Enfin, je trouvais que c'était très, très lié. C'est pour ça qu'il dit la promesse, c'est quand même parler ainsi, ne parlons pas d'une fausse promesse lorsqu'une telle intention est absente. Parler ainsi ne signifie pourtant pas que l'énonciation je promets que soit fausse, dans le sens que la personne affirmant faire ne ferait pas, ou décrirait mal, rapporterait mal, car elle promet effectivement. La promesse ici n'est même pas nulle et non avenue, bien que donnée de mauvaise foi. Son énonciation est peut-être trompeuse, elle induira probablement en erreur, elle est sans nul doute incorrecte, mais elle n'est pas un mensonge ou une affirmation manquée. Vous voyez, il essaie de faire la distinction entre ce que c'est qu'un performatif et ce que c'est qu'un constatif. Si on prend la promesse comme un constatif, en fait, c'est comme si les paroles ne nous liaient pas. Non, les paroles sont des actes qui nous lient, qui nous engagent. Voilà. Donc
ça c'est, je pense, un moment important de cette affirmation. Et alors, ce que je voulais dire, c'est que la promesse, c'est ça. La promesse, c'est une parole qui m'engage. Je promets que c'est une parole qui m'engage. Et alors, qu'est-ce que serait le pardon ici, pragmatiquement? On pourrait dire, c'est pas du tout ce que dit Austin, hein, mais moi je le prends dans un sens inverse, c'est de dire nos engagements ne sont que des mots. Nos mots sont des engagements, mais nos engagements ne sont que des mots. C'est-à-dire, nos engagements ne sont pas des descriptions déterminées, définitives de quelque chose, à quoi on ne peut plus se dérober. C'est un mot, c'est une parole. Et donc, ça c'est tout le débat de la réforme sur la question des vœux. Les vœux de célibat pour entrer dans un monastère, le mariage comme promesse, comme vœu, hein, les vœux humains ne sont pas des vœux indissolubles. Même Dieu, même les paroles de Dieu ne sont pas indissolubles. Quand Dieu, je vais tous vous détruire, ben heureusement qu'on peut délier Dieu de cette promesse terrible, de cette menace terrible. Donc, même Dieu, même chez Dieu, les mots, les engagements, les malédictions, les menaces de mort, surtout, ne sont que des mots, et Moïse arrive à les apaiser et arrive à délier Dieu de sa promesse de mort. Ça, c'est très important par rapport au pardon. Vous voyez? Donc, ça veut dire il y a pardon parce qu'on peut aussi faire le chemin inverse. Il y a promesse parce que nos mots sont des engagements, nos mots sont importants, et il y a pardon parce que nos engagements ne sont que des mots. Et donc, c'est pour ça que je parle de pardon comme déliaison. Comme déliaison, c'est la parole. Quand je dis que des mots, c'est extrêmement inapproprié. Ce sont des mots, c'est-à-dire, attention, c'est pas des pierres dures. Hein, la lapidation, c'est un mot. J'ai pu jeter un mot, mais ce n'est pas une pierre, justement. On revient sur le contexte de ce qui s'est passé avec la décapitation. C'est pas un acte comme ça. C'est un acte, oui, mais c'est un acte que je peux rétracter d'une certaine manière. C'est un acte dont je peux défaire l'importance. Il y a une contradiction du coup, mais en gros, donc le pardon, ça serait la restauration d'une relation parce qu'on n'est plus en état d'aliénation. Oui, c'est ça. C'est drôle de mettre en parallèle justement l'aliénation et la relation, oui. Dans ce sens-là. Mais oui. C'est ça que vous essayez de dire. C'est ça que je veux dire. D'accord. C'est ça que je veux dire. On peut dire aussi d'une autre manière, il y a des moments où les paroles sont importantes, elles engagent. Et puis, le pardon, c'est aussi de dire, bon, c'est pas important. C'est aussi le retour au monde ordinaire. On rediminue l'importance. On dit, bon, c'est pas grave. Le jeu de la parole ne cesse, le jeu du langage tout entier, la rhétorique tout entière, ça a été très bien montré par Calvin, entre autres, c'est des études de rhétorique, joue entre, je dirais, qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui n'est pas important. Si tout est important, on va de plus en plus vers un registre du tragique. D'accord? On est dans le tragique. Si rien n'est important, on est dans le fun, si vous voulez, on est dans le comique. Le pardon, là, de ce point de vue-là, il serait plutôt du côté, pragmatiquement, du comique, on pourrait dire, par rapport à la promesse qui serait épique. Vous voyez, bon. Mais s'il n'y avait plus qu'un seul usage du langage, si plus rien n'est important, on peut tout pardonner, j'ai la grâce à bon marché, ça n'a plus de prix, ça n'a plus de parole, ça n'a pas de... Eh bien, je trouve que ça n'a pas plus de sens. La diminution de l'importance, c'est aussi parce qu'il y a de l'importance. Et l'importance, il y a de l'importance parce qu'il y a du non-important, du moins important, ou des diminutions possibles d'importance. Je dis ça parce que je vois très bien dans l'éducation des enfants. Je veux dire, si tout est important, ça devient trop grave. Ah oui. C'est pas possible. Si on peut jamais. Bon. Mais si tout le temps
rien n'est important et on ne fait jamais respecter une parole, c'est-à-dire on s'est engagé à quelque chose, mais à la fin, la parole n'a plus aucun sens, n'a plus aucun poids. Oui, donc il y aurait un excès qui serait de dire je vais te faire ce que j'ai dit. Et puis, je tiendrai de coûte que coûte toutes mes menaces, toutes mes paroles, toutes mes promesses, etc., tout le temps. Et là, il y a une dimension extrêmement dure et qui devient comme si le langage était, je sais pas, à la fois constatif et magique. Je ne sais pas comment dire, c'est irrévocable. Comme si, donc, c'est très important que le langage ne soit pas magique, justement, que ça puisse changer, que ce soit. Et si il est trop relatif et volatile, etc., les mots n'ont plus de valeur. Oui, moi, il y a là quelque chose d'extrêmement. Et j'en parlais avec un pasteur au Royaume-Uni, avec qui je suis encore en lien, et il m'expliquait bien que pour les calvinistes au Royaume-Uni, au tout début, c'est vraiment leur parole, c'était juste des moyens de grâce, mais en gros, elle faisait rien que Dieu n'avait pas déjà fait. Et c'est pour ça, la parole pas si importante que ça, quoi. Ça me fait penser à ça, ce que vous êtes en train de dire. Et, alors qu'il y a d'autres courants plus traditionnalistes pour qui la parole était la parole et elle avait vraiment une action de faire quelque chose. Par exemple, par le baptême, il y avait vraiment quelque chose qui se passait par la parole et tout, et on pouvait plus se désengager, des choses comme ça. Enfin, il y avait vraiment deux courants de ça, c'est le grand débat de Calvin oui. Avec les catholiques, mais aussi avec Luther, avec l'idée justement que les sacrements, ça dépend de la manière dont c'est reçu. Les sacrements n'ont pas en soi une efficience quelconque. Ça dépend vraiment du récepteur. Et donc, c'est pour ça qu'il met l'accent sur la réception. Là, encore une fois, c'est pour ça que je dis que c'est pragmatique. Et ça, c'est absolument incroyable. Oui. Il dit, je ne veux pas qu'on aille gazouiller contre ceci qu'il y ait S syllabes, quelque majesté en clause. J'adore cette phrase. Je ne veux pas qu'on vienne me gazouiller contre ceci qu'il y ait S syllabes. Il y a dans les syllabes quelque majesté en clause. Les syllabes, voilà, ça peut être des flatus vocis, comme disent les linguistes. Flatus vocis, ça veut dire des paroles. Flatus, ça veut dire une veine, des paroles, des 20 mots, du vin brut. Le sacrement, ça peut être ça. Oui, c'est ça. Ouais. Mais oui, des moments, oui. Flatus vocis. Des sons vains, des sons qui ne disent rien. Là, donc, c'est des lieux, en fait, là aussi, on va dire que Faustine rouvre, je disais tout à l'heure qu'il rouvrait quelque chose de kantien, il rouvre aussi quelque chose qui est aussi médiéval, tous ces débats entre le réalisme et le nominalisme, etc. Le réalisme, en gros, c'est justement l'idée que le langage désigne des choses qui existent. Et puis donc, du coup, c'est vrai ou faux. Mais en principe, le bon langage, il dit qu'il est de manière ontologique. Alors que le nominalisme dit non, mais il y a des mots qui ne disent pas. C'est pas une question de vrai faux, c'est pas une question ontologique. Il faut voir qui, quoi, dans quelles conditions, etc. Comme dit Calvin, dire l'Église sainte et immaculée, dont chacun des membres est souillé et immonde, n'est-ce pas pure moquerie? Ça, c'est du nominalisme. J'ai dit, voilà, l'Église, elle est faite d'individus. Il faut aller chercher les conditions concrètes. Une entité qui, en soi, de manière une sorte de réalisme magique, existerait en soi indépendamment de ce que font. Voilà, donc ça, il y avait cette question-là, ce texte de la promesse, que je trouve très intéressant. Il y avait d'autres sur Faustine. Je crois que j'avais éventuellement noté. Je ne suis pas revenue dessus sur les verbes comportatifs et tout, les performatifs explicites. Je ne me suis pas lancée là-dedans. Mais c'est un texte extrêmement riche. Il y a énormément de choses. J'avais mis en petit au cas où, mais après,
Ah, mais non. C'est dans un autre texte qui s'appelle. Alors, on a recueilli un deuxième recueil de textes de Austin qui s'appelle Écrits philosophiques. Et dans cet écrit philosophique, il y a carrément un texte qui s'intitule Plaidoyer pour les excuses. Ça fait partie encore des choses très drôles. Plaidoyer pour les excuses. Et donc, là, dans ce texte, il y a beaucoup d'éléments très drôles. Ah, mais je les avais je vais vous les envoyer par mail parce que j'ai scanné une ou deux pages de ce texte aussi. Donc, je vais vous les envoyer. J'aurais dû le faire avant le cours. Je prépare toujours les choses un peu au dernier moment. L'étude des excuses peut éclairer ces thèmes fondamentaux de deux façons. Tout d'abord, étudier les excuses, c'est étudier les cas où s'est produit quelque anomalie ou échec. Et comme c'est si souvent le cas, l'anormal met au jour ce qui est normal et nous aide à déchirer le voile aveuglant de la facilité et de l'évidence qui dissimule les mécanismes de l'acte naturel et réussi, l'acte heureux. Il devient vite clair que les écarts signalés par diverses excuses sont de type radicalement différent. Ils affectent différentes parties ou étapes du mécanisme que les excuses désignent et trient pour nous. Vous voyez, si on regarde les formes d'excuses, il y a une typologie des excuses, des choses qui sont très différentes. Il apparaît en outre que tous les écarts ne se produisent pas en rapport avec tout ce qu'on peut appeler action, et que toutes les excuses ne sont pas appropriées à tous les verbes, loin s'en faut, ce qui nous fournit le moyen d'introduire une certaine classification dans le vaste ensemble des actions. Et donc, les actions sont susceptibles, je dirais, de types d'excuses complètement différents. C'est là, par exemple, que l'on a, pas très vite, parce qu'il y a plein sur le point numéro 5, il y a les excuses acceptables ou pas acceptables. Les excuses sont parfois inacceptables selon la gravité des choses. Nous pouvons alléguer l'inadvertance si nous marchons sur un escargot, mais pas sur un bébé. Regardez donc un peu où vous mettez les pieds. Bien entendu, ceci c'est vraiment produit, si on veut, par inadvertance. Mais ce mot constitue une excuse qui, en raison des normes, ne sera pas permise. Oui, c'est typique de sa démarche. Et si vous essayez tout de même de vous en sortir de cette façon, vous devrez souscrire à des normes tellement épouvantables que vous vous retrouvez dans une situation encore pire. Il fait rejoindre excuse et pardon ou pas? Parce que c'est souvent qu'on dit je m'excuse au lieu de dire je te demande pardon. Pour moi, ça n'a rien à voir. Mais oui, bien sûr. Il fait un lien ou pas avec, avec le pardon? Il s'intéresse aux excuses justement comme étant plus langage ordinaire. D'accord. Et donc, il va prendre la différence entre bon, mais là, c'est le cours que j'ai préparé pour je peux se montrer une digression, c'est horrible. Parce que je croyais rattraper aujourd'hui, je commence à avoir un tout petit retard. Il nous reste combien de temps? 10 minutes. 10 minutes. Bon, alors, je vais repartir plus généralement et après on va rentrer dans ce truc. La question par laquelle je rentre avec Austin, toute dimension pragmatique, Austin, Wittgenstein et Cavell, c'est la question de la crédibilité. Hein, je viens de le dire. C'est la protestation et presque la supplication pour qu'on me tienne pour crédible. Je dirais, les humains, les uns à l'égard des autres, se supplient mutuellement. C'est ça le problème de la reconnaissance mutuelle, de se reconnaître les uns et les autres comme crédibles. Donc, il y a une phrase de Cavell qui dit être humain, c'est attester être humain. C'est être humain. Attester être humain. Et que les autres vous attestent. Vous êtes humain. Alors, d'accord. Donc, ce qui intéresse Austin, c'est le fait qu'on parle un peu différemment, que dans la même situation, nous ne disons pas tous les mêmes choses, et qu'il y a une manière différente de dire,
et qu'il peut y avoir même des désaccords. Et il dit expliquer les désaccords, c'est toujours éclairant. Si nous tombons sur un électron qui tourne dans un mauvais sens, c'est une découverte, c'est un prodige qu'il faut exploiter et non une raison pour abandonner la physique. Donc il faut regarder ce qui ne marche pas, les irrégularités. Donc, alors, un instant, je viens à Stanley Cavell. Stanley Cavell, dans un livre qui s'appelle Les voies de la raison, fait la distinction entre une économie de la parole, il montre justement toutes les questions de l'importance des paroles importantes ou pas importantes, voilà, ce jeu-là. Et puis, l'esthétique de la parole, qui est rapportée à la capacité à comprendre l'autre, à son intention, à répondre à son désir. Voilà. Il y a une esthétique de la parole. Je dirais même, il y a une esthétique de la voix. Il me semble que dans le discours de Macron hier soir, ce qui fait, je dirais, c'est un discours magnifique. Vous voyez, je donne un qualificatif esthétique. Parce que, justement, c'est pas seulement parce qu'il y a une importance, c'est aussi parce que il crée une empathie, il crée un rapport à l'autre, un rapport à l'émotion, au désir des autres. Ce qui fait que l'énonciation elle-même devient passionnée. Passionnée, c'est-à-dire affectée par ce qu'elle dit. On a dit, il avait les larmes aux yeux, plusieurs reprises dans son discours. Un énoncé passionné, c'est un énoncé affecté par ce qu'il dit, c'est un énoncé qui a une très forte dimension illocutoire, hein, bon, au sens, mais une dimension aussi perlocutoire parce qu'elle touche son public, son audience, son interlocuteur. Elle le touche, mais elle le touche, et c'est là-dessus qu'il insiste beaucoup, comme Austin, il donne des règles d'énonciation heureuse ou malheureuse, comme on dit. Et la règle essentielle du perlocutoire, c'est vous pouvez me refuser de partager mon sentiment. Ça fait partie du jeu. Et je dois montrer en cherchant à vous faire partager mon sentiment que je sais que vous pouvez me le refuser. Alors ça, c'est absolument essentiel. Je dois montrer en cherchant à vous faire partager mon sentiment que je sais que vous pouvez me le refuser. C'est à cette condition qu'un désir de communiquer devient acceptable par l'autre. La communication n'est pas un truc que j'impose en disant oh, c'est vrai ou faux et je l'impose. Non, c'est quelque chose qui dépend de. J'accepte que ça dépend de la manière dont tu le reçois. Comme ce que je disais de Paul tout à l'heure. Les lettres de garantie, c'est vous, ça dépend de vous. D'où une sorte de. Il y a quelque chose du coup d'embarrassé. Il y a une légère indécision, il y a un tremblement dans le propos parce que justement, ça dépend de l'autre. Ça ne dépend pas que de. Ce n'est pas uniquement parce que j'ai réuni toutes les conditions ou que ma parole est magique. Voilà, donc, du coup, il y a un mélange de sérieux et d'humour. C'est important, mais ce n'est pas important. C'est important que si tu accordes que c'est important. C'est pour ça que j'ai insisté sur la promesse, sur le fait que promettre, c'est aussi s'engager. Je te promets, mais je compte que tu comptes sur moi. Si l'autre en face, c'est comme le pardon, c'est comme la pragmatique du pardon. Si l'autre en face se fiche complètement de ma promesse, qui fait comme si ma promesse était une description, c'est pas une promesse, il ne le prend pas comme une promesse, il le prend comme une description, comme si j'avais signé, comme une description, comme je dis ça comme si je décris l'état que je suis carré, comme cette table est carrée, si je veux dire, ben, il est à côté de la plaque, c'est pas comme ça. Si réellement il ne compte pas que c'est sur moi, sur promesse comme une promesse, eh bien, ma promesse, elle ne tient pas, elle ne peut pas tenir la route. Donc voilà, si chaque mot est trop grave, trop important, ou si au contraire les mots ne sont jamais pris en compte, alors c'est mal engagé. D'où le zigzag entre l'important et le non important, entre j'affirme, je m'avance, je m'engage, et en même temps, mon engagement n'a de sens que si tu le prends, quoi, si tu le ramasses.
Si tu y tiens, si toi aussi tu y tiens, sinon, qu'est-ce que c'est que mon engagement? Si tu n'y tiens pas. Voilà, alors donc, du coup, il y a quelque chose là qui s'installe à l'intérieur du langage, comme le montre Cavell, c'est une sorte de question, c'est une sorte de doute, cet embarras qui est quelque chose comme savez-vous ce que vous dites? Sentez-vous ce que vous dites? Sentez-vous ce que vous faites? Est-ce que vous avez. Oui, c'était quoi le titre de Austin? Must we mean what we say? Est-ce que nous devons vouloir dire ce que nous disons? Vous voyez, donc la question, c'est une question habitale. Oui, parce que pas tout le temps, sinon c'est trop fatigant. Bien sûr. Oui, mais d'une certaine manière, voilà, il n'y a pas que la question je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je ne veux pas. On peut le dire, mais la question, enfin, c'est quelque chose que je dis souvent, est-ce que je veux ce que je fais? Est-ce que j'affirme ce que je fais? Est-ce que je veux ce que je dis? Est-ce que vraiment je veux ce que je dis? Est-ce que j'affirme? Ou est-ce que l'élection est une façon de dire ce qu'on veut, c'est de vouloir ce que l'on veut? Cette information. Alors, donc quand dire c'est faire, là je vois que j'avais oublié qu'il y avait cette distinction qui est faite entre je m'excuse, I apologize, je suis désolé, I'm sorry, et je me repens, I repent. C'est page 98 et 101, je crois. Page 79 et 83 de l'édition originale. Il a présenté ça sous forme de petit tableau, là, je crois. Oui, ça, je crois. Oui. Et justement, ce qu'il trouve intéressant dans I am sorry, c'est que on ne sait pas si c'est descriptif ou si c'est performatif. I am sorry, il y a une émotion, je demande pardon, c'est performatif. D'accord? I'm sorry, il pourrait y avoir une petite dimension juste constative, descriptive. Et du coup, ça c'est la finesse de Austin. Du coup, il y a la dimension perlocutoire, et d'autant plus forte que c'est modeste. Ça peut n'être que, voilà, ça dépend de comment est-ce qu'on le prend. Je le prends réellement comme une demande de pardon, informative, ou est-ce que je le prends juste comme je suis vraiment confus, etc. Comme une description qui à ce moment-là est plutôt de l'ordre de l'excuse minimale. Et ça fait partie ce zigzag fait partie de la dimension perlocutoire. Alors, je cherche, parce que là, il y a toutes les conditions du pardon auxquelles on va revenir. Mais parfois, je trouve qu'il se fait peut-être presque du mal aussi à vouloir creuser tout. Parfois, est-ce que ça vaut le coup de pas tout simplement de pas se poser de questions? Et est-ce que c'est pas une manière aussi de penser ce qu'on dit, de tout simplement pas réfléchir? Oui, bien sûr. Enfin, parce que des moments, c'est un peu, oui, les exemples qu'il donne et tout, on dit, mais où est-ce qu'il va chercher tout ça, quoi? Enfin, si à chaque fois on pensait à tout ça quand on prend la parole, on la prendrait pas souvent. Enfin, et ça enlève un peu pas de crédibilité à la parole, mais de spontanéité, c'est ça. Et pour moi, la spontanéité, elle rejoint aussi la crédibilité quand même. Bien sûr, bien sûr. Mais je ne pense pas qu'il dise, c'est pas un cours de morale qu'il fait. Oui. C'est vraiment de l'analyse. C'est vraiment un travail théorique. On est dans du métalangage, si je peux dire. On n'est pas dans du langage. On essaie de voir comment les mécanismes du langage ordinaire, comment ça fonctionne. Justement, ça fonctionne parce qu'on passe dessus. Oui. Wittgenstein, il a un très très bon, il dit le sens d'un mot, c'est son usage. Oui. Si on cherche à peu près à définir le mot il va dans tous les sens, il fait l'important, il va dans tous les sens. Non, il faut être pragmatique. Le sens d'un mot, c'est son usage. Ça, c'est très calvinien. Le sens d'un mot, c'est son usage. Utilisé comment? Ça, c'est la pragmatique. C'est de l'ordinaire. C'est l'ordinaire. Mais c'est ça aussi, c'est ça qu'ils disent. Hein.
autre chose. Hein, oui, je vais juste terminer. Non, mais c'est pas. Non, mais c'est midi. C'est midi, faut arrêter. Donc, je donne juste pour les excuses. Justement, c'est des excuses comme forme de l'atténuation. Les excuses, c'est des manières. Il y a un autre texte qui s'appelle 3 manières de renverser de l'encre. Donc, il y a plusieurs manières justement d'écraser un escargot ou de manger sa soupe. Donc, ça peut être excuse, ça peut être une mauvaise appréciation de la situation ou une affirmation déficiente, une attention par mégarde, par inadvertance. Présence de sentiments qui ont faussé la perception, hein, mais j'étais en colère ou bien un mauvais jugement, une erreur de jugement, une négligence. On peut dire faire l'écart entre ce qu'on a voulu faire, et ce que l'on a fait. Je n'ai pas fait exprès. On ne sait pas faire ça. On peut aussi s'excuser par une mauvaise exécution de l'action prévue. J'ai été maladroit, j'étais en train de faire ça et puis ça a mal tourné. Et donc, on fait voir que ce n'est pas du tout notre intention, mais qu'on accepte que ça ait pu avoir cet effet-là. Vous voyez, donc, toutes ces excuses, et puis bien sûr, on ne savait pas. Hein, on ne peut pas savoir. Parce que l'éclairage du savoir est toujours limité, alors que les effets de l'action sont immenses. On n'avait pas vu. Et donc, là, il y a quelque chose qui rapproche, non pas le pardon très de la sphère de la vengeance, de la sphère des choses très, très graves, très importantes, mais là, plutôt, je dirais, des circonstances atténuantes dans l'ordre d'un procès, on va dire. On se rapproche plutôt d'une délibération quasi juridique, voilà, ça s'est passé comme ça, j'ai pas eu tout. Donc, et alors, ce qui est grave, là, c'est lorsque justement on croit en atténuant, en voulant atténuer, en faisant complètement catégorie, et qu'on montre qu'on n'a pas du tout réalisé ce qu'on a fait, qu'au contraire, il y a des manières d'atténuer qui sont des manières de jeter l'huile sur le feu, si vous voulez. Il y a des excuses qui sont complètement. Si par exemple, je cherche un exemple, avec les chasseurs qui disaient ça. Oui, si on peut dire qu'un rabatteur à la chasse a été tué accidentellement, on ne peut pas dire qu'il a été tué par inadvertance. Et encore une fois, là, à la chasse, on ne peut pas avoir des inadvertances quand on a un fusil entre les mains. C'est inexcusable. Là, l'excuse elle-même devient inexcusable. Plus que l'acte. Bon, j'arrête, mais. Ça a l'air d'être un peu du même style qu'Austin, hein, avec les exemples. C'est Austin qui fait ça? Ah, c'est pas Cavell. C'était Austin dans les écrits philosophiques. Ah, d'accord, ok. Il faut plus mal. Tout le reste, on restait sur Austin. Ah oui, ok. Ouh là là, bon, cette dernière partie était laborieuse, on aurait dû faire une pause, on a raté l'enregistrement de l'essentiel, et votre exposé, Raphaël. C'est pas grave. La petite introduction, c'est avant, c'est dommage. Tu veux nous l'envoyer? Oui, après, je reprends toujours mes notes derrière parce que c'est toujours un peu. Ah non, mais toi, en brouillon. exposé. Ah, oui, c'est vraiment une trace très orale. C'est pas. C'est pour ça qu'elle dit qu'elle reprend ses notes ouais. et elle va l'envoyer après. Il faudra que je reprenne tout parce que c'est très oral, ça. Mes notes aussi, je les reprends et mon exposé, je peux reprendre, remettre un peu en place. Oh ben non, si c'est trop de travail. Non, ah bah non, de toute façon, vous le faut, surtout si ça n'a pas été enregistré. Donc, je le reprendrai et puis je vous l'enverrai. Non, mais je rappelle, tu as bien travaillé, je ne sens pas obligé pour la validation de le faire. Oui, enfin, non. Je pense que c'est non, mais c'est vrai que quand je fais des exposés, je travaille très oralement quand j'écris et c'est pas toujours donnable, quoi, ce que je fais. C'est très bien, c'est ce qui fait la qualité de ton exposé. Donc, ne change pas ça. C'est très bien comme ça. Et oui, tu peux nous envoyer les notes de ton exposé. Mais voilà, je les reprendrai un peu et puis que vous ayez les principales idées. Bon, voilà, avec nos excuses à Muriel pour ne pas avoir enregistré tout le début de la séance. Tu veux peut-être arrêter sur.
Il me semble que j'ai fait mettre en pause, mais je sais pas comment. Ah si, non. Non, je sais pas, je peux. On va vérifier peut-être que j'ai bien vu parce que je suis pas sûre. Et finalement, je n'irai pas à la soutenance de thèse parce qu'elle va soutenir en ligne finalement, je crois. Quelle Je serai au cours où je ne devais pas être.